Jacinthe Harel, bonjour. Bonjour. Bon, le vérificateur général du Québec va enquêter là, sur l'aide financière qui est octroyée à la filière batterie. Il lance un appel à délation, comme je l'ai appelé un peu plus tôt dans l'émission. Oui. Drôle de façon de procéder ou est-ce que c'est normal? Je t'avoue que c'est une première fois pour moi. Je trouve ça rassurant. C'est vraiment rassurant pour cette ambiance politique cynique qu'on vit depuis quelques mois ou quelques années, je dirais, mais qui s'est accentuée au fil des derniers mois. Alors, c'est rassurant de savoir qu'on a des contre-pouvoirs qui existent et qui sont réellement vivants. Donc, que le vérificateur général annonce qu'il va enquêter dans cette filière. On a l'impression qu'il y a encore ces mécanismes de chien de garde, de contre-pouvoirs qui existent, qui sont vivants et qui vont nous permettre de faire la lumière, d'une part, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là, est-ce qu'il y a eu des erreurs, des lacunes, du laxisme ou quoi que ce soit, mais aussi pour s'assurer qu'on corrige le tir s'il y a des lacunes, s'il y a des erreurs, s'il y a eu des mauvaises intentions ou des mauvaises pratiques, pour s'assurer que l'argent des contribuables soit mieux dépensé à l'avenir, parce qu'on sait que dans la filière batterie, là, il va y avoir enquête sur le dossier Nordvolt, mais on continue d'investir. On l'a vu à Bécancour dans cette filière batterie. Alors, c'est important de s'assurer là, qu'on continue dans le droit chemin ou qu'on change de chemin s'il faut changer de chemin. Alors, moi, je trouve ça très, très rassurant. C'est une très bonne nouvelle. Il y en a très peu en politique de bonnes nouvelles. Moi, je considère que c'est une bonne nouvelle. C'est pas un peu tôt pour le dire, justement, si tu sais, j'ai le sentiment qu'on a fait ces investissements-là l'année dernière, là, de déjà se lancer dans de la vérification. J'ai la misère à comprendre pourquoi on n'attend pas justement que ces projets-là, tu sais, suivent leur cours, puis éventuellement se concrétisent. Là, je pense que l'usine de GM POSCO est terminée. Elle, on en parlait là, la semaine dernière, Oui. mais il y a quand même plusieurs autres projets là, qui sont vraiment encore en train, les usines sont en train de se fabriquer. Pourquoi si tôt dans le processus, selon toi? Ben justement, pour être en mesure de corriger le tir s'il y a lieu, ben, tout d'abord, on a des élections qui s'en viennent au Ouais, ben Québec ouais. à l'automne 2026. On sait là que le vérificateur général prévoit sortir son rapport avant les élections, donc ce sera fort intéressant pour permettre d'avoir un regard différent ou un regard mieux outillé, mieux éclairé là, sur l'administration du gouvernement Legault dans ce dossier-là. Bien sûr, mais ça nous permet aussi d'ajuster le tir par rapport aux investissements à venir, parce que tu l'as dit, là, l'usine GM POSCO à Bécancour, il y a une phase 2 qui est prévue. Alors, on va s'en aller tranquillement vers une deuxième ronde de financement de la part du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral. Alors, comment tout ça s'organise? Comment aussi on en arrive à prendre ces décisions-là qui nous coûtent des centaines de millions de dollars? Là, on va être dans les milliards dans très peu de temps. Alors, Ah, c'est on est dans les fondamental. milliards, je te Ouais. confirme. Il y a déjà, je pense qu'on disait 7 milliards là, qui a été englouti à date dans la filière batterie. Sinon, ben, tu as vu, comme moi, là, au cours du week-end, cette entente Canada... pardon, petit Ouais. drôle de lapsus. On Cette a tellement hâte. oui, ben, on a hâte. Franchement, on a hâte. Cette entente entre l'Union européenne et les États-Unis, je n'ai parlé plutôt à l'émission, je ne sais pas si tu as eu la chance d'entendre Ouais. avec Pierre-Marc Johnson, avec Gaétan Barrette. Comment vois-tu ça, toi, de ton point de vue, là, ce qui a été annoncé hier par Donald Trump et Ursula von der Leyen? Ben, au-delà de l'entente comme telle, là, qui est très critiquée du point de vue européen, du point de vue Oui. des partis, des États qui constituent l'Union européenne, ça amène aussi toutes sortes de questions dont on aborde peu ici en Amérique du Nord particulièrement, mais c'est toute cette question où on parle souvent de l'Europe comme un bloc monolithique. On parle souvent en fait, on parle souvent de l'Europe plutôt que de parler de l'Union européenne, mais il reste que l'Union européenne, ce sont 27 États membres qui ont chacun leur réalité, chacun leur réalité économique, leur réalité politique, et chacun a son économie propre, et d'avoir cette structure qui est l'Union européenne avec à sa tête Ursula von der Leyen qui est même pas élue et qui a piloté le dossier de négociation commerciale avec les États-Unis, ça laisse toutes sortes de questions et ça nous permet de mieux comprendre cette réalité où on a d'une part, Donald Trump qui est élu par les Américains et d'autre part, Ursula von der Leyen qui a été nommée par le Conseil européen qui, par la suite, Ben, là, ben, il y a c'est un ça, processus. elle a quand même un
comité là, de premier ministre et de président autour d'elle. Elle n'agit pas, c'est pas non plus un agent là, secret là, qui négocie. Elle a le rôle légitime. Elle doit faire valider les décisions puis ces ententes-là. On n'a pas toutes les informations de comment, là, mais on devine qu'elle n'a pas agi là, de manière totalement inopinée sans consulter justement les principales parties. Je voulais t'entendre parce que je suis tombé là-dessus un peu plus tôt. Là. Apparemment, Mark Carney aurait pris contact avec Stephen Harper il y a 2 semaines de ça. Et M. Harper aurait comme fourni à Mark Carney son point de vue sur la situation canado-américaine. J'étais quand même un peu surpris parce que M. Harper, qui s'est décrit lui-même comme étant le premier ministre le plus pro-américain de l'histoire du Canada. Là. Bon, ça lui appartient, mais il disait que le Canada devrait être davantage indépendant des États-Unis, construire sa propre capacité militaire, qui devrait vraiment essayer de diversifier ses exportations. Donc, essentiellement, des choses qui sont très alignées avec la propre vision de Mark Carney. Faut rappeler que M. Carney avait aussi été nommé par Stephen Harper. Comment tu vois ça, cette espèce de proximité libérale, conservatrice là, dans le dossier de la négociation? C'est fort habile de la part de Mark Carney d'aller se chercher des conseils d'une part de personnes qui ont passé dans son siège avant lui et qui ont une perspective différente, de s'entourer... Et M. Harper qui est très aimé encore aujourd'hui en Alberta, là, il fait l'unanimité là-bas, donc c'est quasiment une façon d'aller chercher aussi d'une certaine façon des appuis politiques. Hein? Oui, c'est ça. Oui, une caution morale pour éventuellement permettre de mieux passer l'entente qui va réussir à nous avoir, à tous les Canadiens d'ici la fin de cette semaine. Alors, c'est fort habile de sa part. Bien entendu, il ne parlera pas de ce qu'il a moins aimé ou des divergences d'opinion entre ce que M. Harper lui a suggéré ou lui a conseillé et sa propre vision. Alors, bien sûr qu'il met en lumière tout ce qui appuie sa propre idée, mais c'est très habile de sa part. Et s'il le fait dans une intention autre que bien dorer son image et dans l'objectif de rassembler tous les Canadiens autour de cette entente qu'il aura à la fin de la semaine, c'est aussi fort louable d'être en mesure d'aller chercher l'opinion des seniors. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup et très souvent en politique, chacun arrive là dans cette perspective où il pense faire mieux que ses prédécesseurs, alors que les politiciens seniors, les élus qui sont en fin de carrière sont souvent d'un précieux conseil parce qu'ils n'ont rien à gagner. Alors leurs conseils ne peuvent être que bienveillants et bien avisés. Tout à fait. Fred Bastien? Oui, bonjour Jacinthe, par rapport à la vérification générale là, sur l'enquête sur l'aide financière à la filière batterie, il y a 2 personnes qui nous posent la question, là, est-ce qu'il y aura de l'imputabilité? T'sais, François a dit malheureusement personne ne sera encore imputable. Martin dit est-ce qu'il va y avoir un blâme, une punition, un congédiement? Qu'est-ce que ça prendrait là, pour que la population reprenne confiance? Je veux juste quand même, attendez une seconde, là pour l'instant on veut enquêter, là, je veux dire, je veux pas, c'est comme je veux pas médire là, sur les commentaires, mais il y a pas de coupable là, à date. Là. Je veux dire, on a fait des investissements. Peut-être qu'il y en a... On investigue. Hein? On investit. On explore. Peut-être que tout est kosher puis il n'y a rien à raconter. Peut-être qu'effectivement, il y a des affaires un peu étranges. Mais je veux dire, là, avant de mettre des gens en prison, on va déjà commencer à regarder les chiffres. Non? C'est sûr qu'on ne connaît pas du tout les conclusions du rapport et on peut présumer déjà qu'il y aura imputabilité ou pas, mais ça présume qu'il y a eu faute et ça ne veut pas dire que les conclusions vont mener à une faute. En même temps, on peut déjà d'emblée faire le constat qu'on investit énormément dans une entreprise qui n'aura pas d'activité au Québec. Alors, c'est quand même un échec. Il faut enquêter sur cet échec-là. Et même s'il n'y a pas de fautif, il y aura certainement des erreurs de communication, des erreurs de stratégie qui vont être mises en lumière. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas d'imputabilité directe, personnelle, où on a des noms de nommés, si au moins on peut faire en sorte que les processus décisionnels soient mieux éclairés, peut-être qu'on fera la mesure de la portée de la politique dans ces décisions-là et peut-être qu'on se rendra compte qu'il faut peut-être dépolitiser ce genre de dossier parce que, justement, ça porte lieu à des grandes influences, ça laisse la place aux lobbyistes et aux gens les plus puissants ou les plus influents d'avoir accès à des mécanismes de financement qui sortent des programmes normés. Puis sur la dépolitisation, Jacinthe, je pourrais pas être plus d'accord avec toi. Ceci dit, je veux juste quand même, puis je le rappelle souvent, là, puis on parle beaucoup de la Caisse de dépôt, par exemple. On dit, tel placement, ils ont perdu 100 millions. Mais tu sais, ils gèrent 480 milliards de dollars, puis n'importe quel investisseur va te dire, tu sais,
tu fais de l'argent avec un ou deux deals, puis tu perds de l'argent avec les 8 autres, là, ultimement. Fait que là, Oui. comme journaliste, on aime ça beaucoup mettre l'accent sur les 2-3 affaires. Nordvolt, ça n'a pas marché, mais il y a peut-être plein d'autres projets rentables. De toujours mettre l'accent sur les deals qui ne marchent pas, c'est de ne pas comprendre la mécanique d'investissement, ultimement. Absolument. Puis après, il y a un tout autre débat. Est-ce que c'est à l'État de faire ça? Mais je veux dire, tant qu'on n'a pas eu ce premier débat-là, une fois qu'on accepte que l'État fait des investissements ou que la Caisse fait des investissements, je trouve que des fois, de casser du sucre sur les projets visibles qui n'ont pas fonctionné, alors que possiblement qu'il y en a plein d'autres qui sont moins spectaculaires, mais qui génèrent du 8%, du 10% de rendement. Je pense qu'il faut regarder l'ensemble de l'œuvre et pas juste picosser sur les 2-3 usines qui sont pas Non, absolument. C'est le portrait global, mais dans le cas d'Investissement de Québec, le portrait global est très peu reluisant, avec 1,2-1,3% de rentabilité l'année dernière. Et pas très peu. Dit la même chose là-dessus, Jacinthe. Effectivement. Ben merci, en tout cas, très intéressant. Puis on va continuer de suivre évidemment ces dossiers-là au cours des prochains jours, des prochaines semaines. À demain.